Ce t-shirt est très spécial. C'est un des t-shirts avec lesquels je suis parti la toute première fois que je suis allé au Japon en 2019. Et en le mettant ce matin, je me suis rappelé d'une anecdote très amusante et je me suis dit que comme j'avais pas trop le temps aujourd'hui pour refaire un vlog, me déplacer, etc., il fallait un peu que je reste chez moi, je me suis dit refais un peu une vidéo anecdote sur ce qui t'est arrivé au Japon. Et aujourd'hui on va justement parler de la gentillesse des Japonais, parce que vous allez voir que la plupart des youtubeurs vous disent tout le temps que les gens au Japon sont super sympas, les Japonais c'est des crèmes, etc. Et en fait c'est faux. Ils sont beaucoup plus gentils que ça en réalité. Et j'ai plusieurs histoires avec des personnes très différentes, dans des lieux très différents, qui tentent à prouver que, effectivement, c'est le cas, les Japonais sont incroyablement gentils et accueillants. Et littéralement, ma toute première histoire, c'est la première fois que je vais au Japon et que j'ai affaire à quelqu'un qui fait partie d'un service japonais, donc vendeur, caissier, je ne sais trop quoi, enfin les gens qui sont l'intermédiaire entre une entreprise et un client. Je quitte la France, je vais au Japon et j'ai une escale à Shanghai. Alors soit dit en passant, Shanghai absolument immonde, hein, l'avion arrive à 4h du matin, les portes s'ouvrent, il y a de la brume, l'air est moite, je me dis waouh, il y a du brouillard et tout, pas du tout. C'était de la pollution. Donc on arrive à Shanghai, à ce norikae, c'est-à-dire ce transfert en japonais, cette correspondance, et ma valise doit changer d'avion, c'est-à-dire qu'elle est déchargée de mon premier avion pour aller dans un deuxième avion, parce que c'était une histoire de compagnie aérienne différente, je crois, quelque chose comme ça, je me rappelle plus, mais en tout cas, la valise est restée bloquée à Shanghai, parce qu'en fait j'avais mis des batteries d'appareils photo dedans. C'est quelque chose qui est interdit à avoir en soute. Donc du coup, ils ont gardé mes bagages. Donc premièrement, j'arrive au Japon avec quasiment aucun vêtement et je suis pas sûr que un touriste français qui se balade à poil, ça fasse particulièrement bonne impression. Et au-delà de ça, tout simplement, j'avais des trucs dans ma valise qu'il fallait absolument que je récupère. Donc, quoi qu'il arrive, il me fallait ma valise, évidemment. Et dès mon arrivée à l'aéroport de Narita, qui est un énorme aéroport, et où on me prévient directement que ma valise est restée bloquée en Chine. À partir de là, on m'explique que très rapidement, dès qu'elle arrivera sur le territoire japonais, c'est-à-dire 1 ou 2 jours après, on va m'appeler pour que je donne mon adresse et que quelqu'un vienne me la donner littéralement là où j'habite. Là déjà, je suis en sueur. Parce qu'à l'époque, je ne parle pas du tout japonais, je ne parle que anglais. Alors l'anglais au Japon, c'est... Les Japonais parlent un peu anglais, mais... ils parlent un peu anglais, c'est tout. D'ailleurs, il n'y a rien d'autre à rajouter, ils parlent un petit peu anglais, mais... Et moi, je ne savais pas du tout parler japonais à l'époque, donc j'ai déjà la goutte sur le front et je me dis, aïe, aïe, ça y est, ma valise, c'est terminé. Ma valise, c'est ciao, c'est game over, plus jamais je ne la reverrai. Et il s'avère que si, finalement, dès le lendemain ou le surlendemain, on m'appelle, effectivement, je donne mon adresse, et quelqu'un arrive dans l'après-midi pour me donner ma valise. Problème, les rues sont en japonais, donc je donne les informations que je peux au téléphone, ce qui fait que c'est totalement confus et en fait je n'arrive pas à rencontrer cette personne. Donc cette personne repart à l'aéroport, on me rappelle le lendemain pour dire ok, on va repasser aujourd'hui, et cette personne revient le lendemain et on n'arrive de nouveau pas à se trouver parce que j'arrive pas à me repérer. En fait c'est au Japon, donc tout est en japonais, je transmets mal les informations. En fait c'est totalement ma faute, mais c'est juste que j'étais pas préparé à ce genre d'urgence. Cette personne repart pour la 2e fois. Et le surlendemain, on me rappelle une 3e fois pour dire « Ok, cette personne va revenir ». Déjà, c'est fou, on me dit pas « C'est à vous de venir la chercher » ou je sais pas quoi. Non, non, cette personne va à nouveau revenir après être déjà venue 2 fois et avoir eu affaire à un gaijin, c'est-à-dire un étranger qui ne comprend rien à ce qui se passe et qui donne de très mauvaises informations. Je parle de moi, hein, si vous n'avez pas compris. Et là, j'ai un éclair de génie. Je me dis « Mais en fait, 5. Deviens toi-même Google Maps. Ne donne pas une info confuse, c'est-à-dire ne donne pas une rue comme ça que tu sais pas vraiment situer. Va dans un point d'intérêt, une zone chaude, où ça sera beaucoup plus facile de te retrouver parce que c'est vraiment beaucoup mieux indiqué. C'est-à-dire une chose que j'adore dans ce pays, un combini et plus précisément un 7-Eleven. L'après-midi en question, je sors dans la rue et là, je vois un homme qui arrive sur un vélo, avec ma valise à l'arrière de son vélo. Alors déjà c'est fou, je me dis putain mais en fait le gars ça fait 3 jours qu'il vient avec ma valise à l'arrière de son vélo quoi. Et c'était une valise bien chargée en vêtements quoi. Il y avait des trucs supplémentaires dedans, c'est-à-dire des objectifs d'appareil photo, des trucs un peu lourds et tout. Donc honnêtement ça pesait quand même un peu son poids. Et le gars se la trimballe depuis 3 jours. Là ça fait 3 jours que ce mec vient chaque jour à cet endroit avec ma valise qui pèse des tonnes et il ne me voit pas. Et vous savez quoi? Ce mec m'a vu, il était heureux comme jamais. Alors, je pense qu'il était tout simplement très heureux de enfin me voir, mais aucun mot de travers, rien, pas d'attitude un petit peu rebelle, vraiment très sympathique. Il m'a donné ma valise, il m'a demandé vite fait en anglais si j'avais besoin de quoi que ce soit d'autre, et je vous jure que à ce moment-là, je suis resté sur le cul. Je me suis dit, mais
C'est fou. Et je suis quasiment persuadé qu'en France, le livreur aurait fait peut-être un peu une vanne passive-agressive en disant « Bon, la prochaine fois, ça serait bien de mieux regarder Google Maps, lol. » Comme dit, ça fait 3 jours qu'il se trimballe ma valise pour rien, parce que c'est ma faute, j'arrive pas à lui indiquer concrètement où aller. Aucun problème. Et ça continue, puisque 3 jours après, je vais, pour la toute première fois de ma vie, dans un onsen. Vous savez, c'est les bains publics avec de l'eau thermale et tout, qui sont très peu chers. Il faut savoir qu'il y en a vraiment partout au Japon, ça a traversé les âges, et c'est encore quelque chose qui est du coup très très répandu, modernisé. Et je vais donc au onsen avec un ami à moi, parce que j'étais venu au Japon avec un ami, et alors on découvre un petit peu, voilà, c'est les onsen, les vrais onsen, oh, on touche les murs et tout, machin, faut se doucher à poil et tout. Parce qu'évidemment, tout le monde est à poil dans les onsen, et d'ailleurs personne ne trouve ça bizarre, il n'y a absolument aucune gêne, et donc je commence à me prélasser comme ça dans un bassin, et je parle un peu français donc avec mon pote, et là, il y a un homme japonais qui nous regarde un peu du coin de l'œil, et qui commence à nous parler en français. Alors encore une fois, c'était un français qui était un petit peu à couper au couteau, mais le gars faisait un effort pour essayer quand même de transmettre ce qu'il avait envie de transmettre. Alors en parlant avec lui, on apprend qu'en fait il a été serveur à Paris il y a je ne sais combien d'années dans sa jeunesse, et par conséquent, il a encore des restes de français qui lui permettent de parler avec nous. On parle, comme ça dure franchement une bonne heure, il est super sympathique, il nous explique un petit peu, voilà, l'atmosphère du Japon. Nous, on parle un petit peu de nos expériences de découverte du Japon, lui, il parle un petit peu de sa découverte de la France à l'époque. Et on échange un vrai moment humain super chaleureux, c'est vraiment un très bon souvenir. On sort de ce onsen et le gars nous offre une bière. Et cette rencontre totalement inattendue se termine par nous 3 qui marchons vers le soleil couchant dans les rues de Tokyo en buvant tranquillement une petite bière comme ça, jusqu'à ce que nos chemins nous séparent et qu'on ne se revoie plus jamais. Et cet homme nous dit qu'il s'appelle Kato-san, c'est-à-dire Monsieur Kato, et j'ai encore quelque part une photo de lui. Et c'est vraiment un souvenir auquel je repense de temps en temps parce que vraiment il était tellement sympa, cet homme, il était tellement simple, tellement humain, que même encore aujourd'hui, 5 ans après, parfois j'y repense avec beaucoup de nostalgie. Et en parlant de bière, j'ai une autre anecdote qui cette fois-ci se passe au Asahi Beer Hall, c'est-à-dire en gros les bureaux de Asahi à Tokyo, qui sont absolument magnifiques, qui sont très connus parce qu'il y a une espèce de... Alors, théoriquement, c'est censé être une flamme en or sur le toit de l'immeuble, mais comme elle est un peu couchée comme ça, les gens l'appellent littéralement le caca en or, parce que factuellement, ça ressemble à une belle merde, quoi. Non, mais il faut dire ce qui est, ça ressemble à une belle merde. Et les Tokyoïtes eux-mêmes l'appellent comme ça, hein. C'est pas une appellation des Occidentaux bizarres ou quoi. Non, même les Tokyoïtes l'appellent comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces bureaux, au tout dernier étage, il y a une vue panoramique sur Tokyo où on peut se faire servir des petits snacks, mais surtout des bières extrêmement fraîches. Et c'est vrai que déguster une bière comme ça devant le panorama urbain de Tokyo, c'est quelque chose à faire une fois dans sa vie. Et la première fois que je suis allé là-bas, il y avait un homme, encore une fois, un homme un peu âgé, mais qui était en full stuff Louis Vuitton, c'est-à-dire le gars de la tête aux pieds, il était habillé en Louis Vuitton. Le gilet, le petit sac, l'écharpe et tout, enfin vraiment, il était presque sponsorisé par Louis Vuitton. Et alors évidemment, comme c'est un endroit assez prisé, les places sont très limitées, mais à l'instant où il m'a vu approcher de la baie vitrée, comme il avait fini de manger avec sa femme et qu'il n'y avait plus d'autres places dans le restaurant, il est venu littéralement me chercher pour que je m'assoie à sa place, puisque lui partait. Et c'est pas grand-chose, mais il a quand même eu le réflexe de voir que le restaurant était bondé, que moi je cherchais une place comme ça, et il est venu quand même me chercher pour me dire « Mais justement, moi je m'en vais, asseyez-vous donc à ma place ». C'est fou, quoi. C'est super sympa, c'est super simple, c'est... Vraiment, encore une fois, ça m'a marqué, quoi. Je pourrais aussi parler de la fois où je me suis lié d'amitié avec 2 Japonais dans un bar mexicain au fin fond de Kyoto. C'était une soirée très mémorable et totalement inattendue. Et c'est des Japonais avec qui je parle encore aujourd'hui, mais j'en parlerai une autre fois. Parce que j'ai une autre anecdote, encore une fois complètement folle, sur la gentillesse des Japonais dans un autre restaurant, cette fois-ci un restaurant de tonkatsu. Alors le tonkatsu, c'est un plat typiquement japonais qui consiste en une espèce de morceau de viande panée qui est accompagné avec un peu de chou haché comme ça. C'est très simple, c'est très bon et c'est vraiment quelque chose qu'on trouve très souvent au Japon. Et justement, quand je suis revenu en début d'année au Japon en touriste avant de venir m'installer ici définitivement, je suis allé dans un restaurant de tonkatsu, vraiment très calme, sans grande prétention, et juste à côté de moi, il y a un couple. Alors je ne sais pas si c'était un couple, mais en tout cas c'était un homme et une femme, c'était peut-être juste des collègues, des amis, j'en sais rien, mais ils étaient 2 face à face, et bon, il y avait quand même une certaine proximité entre eux. Et au bout d'un moment, l'homme se tourne vers moi pour demander si mon plat est bon, on discute un peu. Alors encore une fois, j'ai parlé déjà mieux japonais qu'en 2019, mais
C'était encore un japonais un peu confus, un peu hésitant, on va dire. Mais j'arrive quand même à lui dire que j'adore le Japon, que la culture est exceptionnelle, que les gens sont super sympas. Et on parle comme ça pendant, je sais pas, 1 minute 30. Et l'interaction s'arrête là, il se remet à parler avec sa copine, / collègue, / ami, / j'en sais rien. Et moi, je finis mon plat. Ensuite, je vais vite fait aux toilettes, je reviens à ma place, il n'est plus là. Ça arrive, les gens ont une vie, donc généralement quand ils ont fini de manger au restaurant, ils s'en vont. Et du coup, moi aussi, je finis vraiment mon plat, je finis ma bière, je vais payer. Et là, j'apprends tout simplement qu'il a réglé à ma place, totalement, mon plat, mon menu, il a tout payé. Et c'est fou, parce qu'il m'a même pas prévenu, on a parlé 1 minute 30, 2 minutes max. Et ça a quand même suffi pour qu'il règle mon addition avant de s'évanouir dans l'obscurité de la nuit et que je n'entende plus jamais parler de lui comme Batman. Ça se trouve, c'était vraiment Batman, j'en sais rien. Et ça me fait penser à une autre anecdote que j'avais complètement oubliée, mais cette année aussi, j'étais perdu à la station de Shibuya. Et donc je sors du wagon de métro, je rassemble des informations, j'essaye de me repérer et tout, mais je reste planté là pendant au moins 2 bonnes minutes. Et là, il y a un japonais qui m'observe du coin de l'œil, qui sort du wagon pour venir jusque chez moi et me demander si j'ai besoin d'aide. Alors il me donne les indications dont j'ai besoin, il me dit comment sortir, où je dois aller et tout, et puis il est reparti s'asseoir dans son métro. Et encore une fois, c'est pas grand chose, mais c'est fou quoi, il a eu la gentillesse de voir que j'étais totalement paumé, et il a pris 3 minutes de son temps pour me dire exactement où aller avant de lui continuer sa journée, parce qu'il a vu que j'étais totalement perdu quoi. C'est fou, les gens ici sont trop gentils. Et alors je vais finir cette vidéo avec une anecdote qui continue encore, puisque début d'année, quand je suis revenu au Japon pour faire du tourisme vers février, j'ai dormi dans une guest house à Kyoto, c'est-à-dire une maison avec des chambres privatives où les voyageurs restent 1, 2, 3 jours. Et généralement, ce sont des maisons qui ont une ambiance un petit peu particulière, et en l'occurrence, elle était absolument sublime. C'était une très vieille maison japonaise avec le parquet qui craque, un petit jardin intérieur particulièrement bien entretenu, avec des vrais fusuma traditionnels, c'est-à-dire des portes coulissantes opaques qu'on voit dans les animés, dans les mangas, dans tous les trucs un peu traditionnels sur le Japon. J'ai dormi sur un futon, sur des tatamis, donc c'était vraiment une expérience extrêmement traditionnelle. Et un matin, je me réveille donc dans cette share house, il fait quand même très frais, on est en février, donc je vais m'acheter quelques petites conneries sucrées au combini et je fous mes pieds sous une kotatsu, c'est-à-dire une table chauffante. En fait, c'est des tables, bon, comme il y en a partout, c'est des tables basses, avec une espèce de couverture par-dessus et un système de chauffage en dessous de la table. Donc c'est génial parce qu'en hiver, tu peux mettre tes jambes là-dessous, c'est chauffé et tout, c'est tellement confortable. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore ça en France, c'est incroyablement utile et pratique. Et donc je mange mes conneries là, et il y a une femme cinquantenaire japonaise qui commence à discuter avec moi. D'où vous venez, etc. Elle me parle en anglais et tout, et donc je fais l'effort de lui répondre un petit peu en japonais. Et alors là, tout de suite, elle s'illumine, mais c'est tout le temps pareil. Hein. Dès que tu parles un petit peu japonais avec un japonais, t'as l'impression qu'il a gagné au loto, et t'as totalement refait sa journée. Direct, il te sort « Ah, Nihongo ga jouzu desu », ça veut dire « Tu es très doué en japonais ». Enfin, c'est fou. Tu peux dire n'importe quoi, ils sont refaits. Il y a cette volonté d'encourager la personne qui apprend le japonais et qui fait preuve de bonne volonté pour essayer de parler un peu japonais, quoi. Et donc, je suis avec une amie, et on discute avec cette femme, Noriko, autour de la kotatsu, comme ça, dans un matin extrêmement frais, au cœur d'une maison traditionnelle japonaise. C'était génial comme moment, vraiment, c'était très authentique. Elle partage avec nous plein de petits tips sur Kyoto, quoi faire, etc. Elle parle aussi un peu français, donc on essaye de tester un peu chacun, moi mon japonais et elle son français. Enfin, c'est trop marrant, quoi. Et je lui parle d'un site pour apprendre le japonais qui s'appelle Busuu, qui est génial, que vous pouvez utiliser, c'est totalement gratuit et je trouve ça même mieux que Duolingo. Et aujourd'hui, on se parle encore quasiment quotidiennement sur Messenger. Je corrige ses exercices en français sur Busuu, elle corrige mes exercices en japonais. C'est dingue parce que tous ces gens-là, qui étaient tellement gentils, accueillants, bienveillants, chaleureux, tout ce que vous voulez, tous les superlatifs positifs possibles et imaginables, je ne les aurais jamais rencontrés si je n'étais pas allé au Japon. Et franchement, chacun d'entre eux m'a tellement laissé une impression positive qu'il faut que je partage ça parce que c'est vraiment la preuve que les Japonais sont particulièrement accueillants. Et alors il y a des gens qui disent sur internet que les Japonais sont racistes, machin et tout, c'est totalement faux, ça sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, mais c'est une mentalité qui est totalement différente, donc ça ne sert à rien de la comparer avec la mentalité occidentale, c'est pas du tout le même monde en fait. Et je pense que les Japonais font encore plus d'efforts pour bien accueillir les touristes, comme je le disais dans le vlog à Asakusa, mais tu sens quand même au quotidien, dans l'atmosphère, dans l'air, que c'est beaucoup plus tranquille. Les gens s'occupent d'eux. C'est fou vraiment comme l'éducation et le civisme ici est totalement différent. Avant de l'avoir vécu, c'est littéralement inimaginable en fait. Il faut vraiment le voir pour le croire.
Il faut le vivre en fait. Et c'est fou parce que quand on parle avec des Japonais qui ne sont pas de Tokyo, ils disent eux-mêmes que les gens à Tokyo sont beaucoup plus formels, qui sont un peu moins sympathiques, qui sont plus antipathiques, qui sont très pressés. Et alors c'est fou parce que moi j'ai habité à Paris et je vous jure que les gens à Paris sont infiniment plus stressés, infiniment plus agressifs, infiniment moins sympathiques que les gens de Tokyo. Je dis pas que tous les Parisiens sont méchants, mais vraiment il y a une autre ambiance. C'est encore une fois pas du tout le même monde, quoi. C'est fou. Bref, il fallait absolument que j'en parle parce que ça m'a beaucoup marqué depuis que je suis là et je trouve ça absolument formidable. Les gens ici sont incroyablement gentils, j'adore, c'est génial. Et je vais essayer dans les prochains vlogs de montrer vraiment à quel point les Japonais sont accueillants et chaleureux. Bref, c'était le 5 pour vous servir votre fidèle serviteur. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog quotidien de la série Ikigai. D'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé. Matane.